comment l'évolution a permis aux animaux de développer leurs incroyables organes de sens au fil des ères. Notre monde regorge d'animaux très divers, chacun arborant des organes sensoriels uniques qui se sont façonnés et sculptés au fil des millions d'années d'une évolution inspirante, tissant une histoire de l'adaptation. Les secrets de l'environnement, soigneusement captés par le système sensoriel, prennent vie en nous, vibrant à travers les voies du système nerveux. Le système sensoriel fonctionne grâce à des cellules réceptrices spécialisées qui convertissent les stimuli externes en modification des potentiels membranaires. Chaque sensation, chaque émotion, chaque réaction trouve sa source dans ce ballet complexe et magnifique. C'est au cœur même de nos êtres que l'interprétation se fait, où les signaux prennent forme, où les réactions s'assemblent comme les pièces d'un puzzle divin. Le système nerveux central analyse, comprend et orchestre nos réponses, faisant vibrer chaque fibre de notre être à travers les messagers du système nerveux périphérique. Les êtres humains ainsi que la plupart des animaux ont évolué en développant 5 sens distincts. La chimiosensation se décompose en 2 sens principaux, le goût et l'odorat. Ces 2 sens reposent sur les interactions des signaux chimiosensoriels avec les récepteurs moléculaires. Toutes les perceptions visuelles appartiennent à un seul sens, la vue, qui utilise la lumière réfléchie ou émise par des objets pour explorer l'environnement qui l'entoure. L'ouïe est considéré comme un sens unique et est spécifiquement consacré à la perception des sons, tandis que le toucher est dédié à la détection des stimuli mécaniques tels que la température, la douleur, la pression et les vibrations. Chaque système sensoriel, qu'il soit spécial ou général, nécessite des récepteurs sensoriels pour détecter le stimulus. Différentes cellules réceptrices sensorielles sont spécialisées dans la détection de différents types de stimuli et sont classées en fonction du type de stimulus détecté. La sélection naturelle a joué un rôle primordial dans la détermination des fonctions des systèmes sensoriels au sein de chaque espèce, ce qui a entraîné des variations dans ces systèmes en fonction de l'histoire évolutive propre à chaque lignée. Ainsi, les récepteurs sensoriels ont évolué en parallèle avec l'évolution des stimuli externes. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons découvrir le monde de la perception animale, afin d'explorer les incroyables histoires d'adaptation et d'évolution qui ont donné naissance à la richesse de la diversité sensorielle actuelle. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! En général, nous pourrions supposer que les animaux ont besoin de réseaux de neurones pour ressentir, percevoir et se comporter, car ces réseaux effectuent des calculs neuronaux complexes qui favorisent leur survie. Néanmoins, les amibes et d'autres organismes unicellulaires peuvent se déplacer et détecter leur environnement sans avoir besoin d'un système nerveux complexe, grâce un processus connu sous le nom de chimiotaxie. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant que les organismes unicellulaires contiennent des structures sensorielles simples, mais déjà efficaces. Ils possèdent en effet le mécanisme sensoriel le plus primitif et possèdent sans doute le moyen le plus simple de traiter les informations qu'ils reçoivent de l'environnement qui les entoure. Cela est particulièrement évident dans le cas de la vision,
avec un océloïde fonctionnel, semblable à un œil chez les dinoflagellés, et dans le cas des cyanobactéries, qui semblent avoir ce qu'il faut pour être qualifiées dans des plus élémentaires systèmes de vision. Les sens du toucher et de l'ouïe proviennent également d'organismes unicellulaires. Cependant, dans le cas de la chimiosensation, il a été proposé que l'odorat soit plus correctement défini par le système neuronal utilisé, ce qui implique que l'olfaction a évolué après la transition vers la multicellularité. La voie visuelle est indéniablement l'une des merveilles de la nature. La capacité de voir de près et de loin, en noir et blanc et en couleur, tout en embrassant un large champ de vision, représente certainement un avantage évolutif d'une remarquable ampleur, presque miraculeux. Pour appréhender l'histoire de la vision, il faut remonter dans le passé pour explorer les théories de l'évolution de l'œil. Pas à pas, nous comprendrons comment cet organe s'est développé au fil du temps. Les scientifiques se sont trouvés divisés en deux camps. D'un côté, certains pensaient que les yeux avaient une origine polyphylogénétique, ce qui signifie que l'œil aurait évolué indépendamment à plusieurs reprises chez différentes espèces. De l'autre côté, ceux qui croyaient en une théorie monophylogénétique, affirmant que tous les yeux dérivaient d'un ancêtre commun et que chaque type d'œil avait évolué séparément en fonction des besoins spécifiques de l'organisme. Selon des études récentes, la tendance penche en faveur de la deuxième théorie, c'est-à-dire l'origine monophylogénétique des yeux. Des recherches génétiques ont révélé que le gène PAX6, responsable de la capacité de détection de la lumière, est présent de manière commune chez toutes les espèces dotées de la vue. La présence des trois types d'yeux chez les mollusques suggère intrinsèquement une origine monophylogénétique de cet organe visuel. La durée exacte nécessaire pour que ces développements à partir d'une seule espèce ancêtre se produisent demeure inconnue. Les biologistes ont identifié 4 étapes clés dans l'évolution de l'œil. Émergence de photopigments efficaces, acquisition de la directionnalité, formation du pli de la membrane photoréceptrice et développement de la capacité de focalisation optique. Il y a 600 millions d'années, les premiers organismes ont développé un premier organe visuel, le plus primitif, qui consistait en un seul photorécepteur composé de 2 substances chimiques distinctes. Un récepteur sensible à la lumière et un pigment. Sa fonction unique était de détecter la présence ou l'absence de lumière, agissant en quelque sorte comme un interrupteur électrique, avec seulement 2 états possibles, allumé ou éteint. L'utilisation de cette structure était relativement simple, car elle ne servait pas à la perception du mouvement ou de la localisation comme nos yeux actuels. Son rôle était plutôt dédié à un processus appelé photopériodicité, qui équivalait au rythme circadien moderne. En présence de lumière, certaines réactions se produisaient, tandis qu'en son absence, elles étaient inhibées. Rencontrons un spécimen doté de ce tout premier système visuel. Cet animal marin est très primitif. La myxine ressemble à une anguille et n'a pas de mâchoire. Les yeux de la myxine sont très simples et ressemblent à l'organe pinéal que l'on trouve chez les vertébrés non mammifères, sauf qu'ils sont placés de chaque côté de sa tête. Curieusement, malgré ses yeux, la myxine semble presque aveugle et ne réagit que très peu à la lumière, même si on lui enlève ses yeux. Il semblerait que les yeux de la myxine ne soient pas vraiment faits pour la vision.
En fait, il semble jouer un rôle similaire à celui d'un organe circadien, c'est-à-dire qu'il pourrait l'aider à réguler ses rythmes biologiques, comme notre horloge interne. Un exemple remarquable de l'évolution du système de vision se manifeste par les changements de développement observés dans les yeux des lamproies. Ces changements soutiennent l'hypothèse selon laquelle les ancêtres des lamproies ont succédé à ceux des myxines au cours de l'évolution. Effectivement, la mocette, qui est la larve de lamproie, présente des caractéristiques oculaires similaires à celles de la myxine. Au stade larvaire, ses yeux sont petits, enfoncés sous la peau, et possèdent une rétine relativement indifférenciée, ce qui lui confère une vision très limitée, voire inexistante. Cependant, au fil du temps, un processus lent de différenciation neuronale se produit dans un ordre spécifique. Les cellules ganglionnaires, suivies des cellules amacrines et horizontales, puis des photorécepteurs et enfin des cellules bipolaires se forment. Cette séquence de différenciation est similaire à celle que l'on observe chez les vertébrés à mâchoire pour le développement de leur rétine. Lorsque la métamorphose se produit au fil des centaines de milliers d'années, l'œil de la lamproie subit des transformations significatives. Il grossit considérablement, sa rétine se différencie complètement, le cristallin se développe, la cornée se divise en couches sclérales et dermiques, permettant à l'œil de se déplacer par rapport à l'épiderme, comme chez les poissons à mâchoire. Les muscles extraoculaires se développent et finalement, l'œil éclate à la surface pour former un organe visuel similaire à celui des vertébrés. L'existence d'un œil larvaire similaire à celui de la myxine, qui se transforme en un œil de type vertébré à l'âge adulte, soutient l'idée que les lamproies ont évolué à partir d'un ancêtre commun avec les myxines. L'étape suivante dans l'évolution de l'œil fut la vision de ses photorécepteurs pour former une tache oculaire. Cette avancée permettait à l'organisme de détecter l'intensité de la lumière. En termes simples, si plusieurs photorécepteurs étaient activés dans une tache oculaire, cela signifiait qu'il y avait une forte luminosité, et inversement. Cette adaptation a permis d'améliorer la perception de la luminosité environnante. Une fois de plus, les scientifiques ont découvert des indices dans le développement embryonnaire. Au début du processus, une structure neurale se développe et donne naissance à l'œil en formant deux sacs ou vésicules de chaque côté. Par la suite, chaque vésicule s'enroule pour former une rétine en forme de C qui revêt l'intérieur de l'œil. Il est très probable que l'évolution ait suivi un schéma similaire. Au stade ultérieur du développement embryologique, alors que la rétine se replie vers l'intérieur, le cristallin se forme, entraînant un épaississement de la surface externe de l'embryon, connu sous le nom d'ectoderme. Ce dernier se gonfle dans l'espace incurvé, créé par la rétine en forme de C. Cette saillie se détache progressivement du reste de l'ectoderme pour devenir un élément flottant indépendant. Il est probable qu'une séquence de changements similaires ait eu lieu au cours de l'évolution. La date exacte de cette modification reste inconnue, mais en 1994, des chercheurs de l'université de Lund en Suède ont démontré que les composants optiques de l'œil pourraient évoluer relativement rapidement en l'espace d'1 million d'années. Si tel est le cas, il est envisageable que l'œil capable de former des images ait émergé à partir du proto-œil non visuel en un court laps de temps à l'échelle géologique.
En parallèle avec l'émergence de la taille oculaire, les organismes ont également développé des mécanismes de locomotion, tels que les flagelles et les cils. Ces développements ont conduit à la nécessité de localiser la source de lumière. Pour accomplir ce rôle, plusieurs taches oculaires ont fusionné pour former un cache-œil, comme une courte pointe en patchwork. Ces pansements oculaires ont permis à l'organisme de localiser de manière approximative la source lumineuse et de s'orienter dans sa direction. En regroupant ainsi plusieurs taches oculaires, les organismes ont pu améliorer leur capacité à percevoir et à se déplacer en fonction de la lumière ambiante. Dans le but d'améliorer la capacité de localisation, le cache-œil a dû subir une expansion progressive. Cependant, l'espace constituait une contrainte évolutive. En réponse à ce défi, la nature a mis en place une solution, l'œilleton, également connu sous le nom de cupule optique. Le développement de l'œilleton chez les vertébrés se fait de la manière suivante. Les yeux prennent forme à partir d'évagination du diencéphale en développement. Les dépressions connues sous le nom de rainures optiques se forment de chaque côté de la plaque neurale rostrale. À mesure que la plaque neurale se plie vers le haut et l'intérieur pour former le tube neural, ces régions en croissance se projettent vers l'extérieur et sont appelées vésicules optiques. Lorsque la vésicule optique en expansion entre en contact avec l'ectoderme de surface, dans une région spécifique appelée placode du cristallin, cela induit des changements dans les deux tissus. La vésicule optique s'invagine alors pour former la cupule optique, tandis que l'ectoderme subit une différenciation pour former le creux du cristallin, qui se transforme ultérieurement en cristallin lui-même. Il est parfois suggéré que l'invagination de la cupule optique résulte de la croissance du cristallin, mais des observations démontrent que cela ne peut pas être le cas. En effet, une cupule oculaire et une rétine normale peuvent se développer en l'absence de cristallin, indiquant que ces processus de développement sont indépendants et suivent des voies distinctes. Cette adaptation a permis à l'organisme de déterminer avec précision l'angle du rayon lumineux incident en fonction du photorécepteur activé. Ainsi, la cupule optique a joué un rôle important dans l'amélioration de la capacité de localisation de la source lumineuse, malgré les contraintes spatiales auxquelles l'organisme était confronté. À ce stade, l'œil primitif était complètement formé, et toutes les espèces qui possédaient cet organe entrèrent dans une compétition féroce pour les ressources disponibles. Cette compétition donna lieu à un événement évolutif majeur, connu sous le nom d'explosion cambrienne, survenue il y a environ 540 millions d'années. Les scientifiques soutiennent que l'évolution de l'œil aurait connu une accélération rapide pendant cette période, car une détection précise des proies et de la lumière conférait un avantage de survie aux organismes. Ainsi, plus l'œil était performant, plus la capacité de survie de l'organisme était favorisée. Cette compétition sélective pour des systèmes visuels améliorés a joué un rôle essentiel dans l'essor de la diversité et de la complexité des espèces animales durant l'explosion cambrienne. Après l'explosion cambrienne, la période suivante a vu l'évolution de deux structures essentielles de l'œil. L'iris, suivi du cristallin. La première étape consistait à isoler l'œil de l'environnement extérieur, ce qui fut accompli grâce au développement d'une couche épithéliale transparente désormais connue sous le nom de cornée. Une fois le système de détection de la lumière séparé, l'avantage évolutif suivant était la capacité de focalisation.
Une puissance de focalisation accrue améliorait considérablement la localisation des objets. La première structure à développer cette puissance de focalisation améliorée fut l'iris. Grâce à cette adaptation, toute la lumière entrante était canalisée en un seul faisceau, en fonction de la direction des rayons lumineux, ce qui améliorait grandement la précision de la localisation de la source lumineuse. Le prochain développement majeur fut celui du cristallin. Cette lentille permettait aux rayons lumineux parcourant de longues distances de se focaliser directement sur la rétine, plutôt que derrière elle. Cela a permis à l'organisme non seulement de localiser la source de lumière avec précision, mais aussi de percevoir la forme, la profondeur et d'autres propriétés des objets environnants de manière plus détaillée. Le cristallin a ainsi ouvert de nouvelles perspectives sensorielles pour les organismes dotés d'un système visuel évolué. Avec l'avènement de l'objectif pour capturer la lumière et la mise au point des images, l'œil a acquis une capacité considérablement accrue pour recueillir des informations. Cette amélioration aurait engendré des pressions sélectives, favorisant l'émergence d'un traitement du signal plus performant dans la rétine, dépassant ainsi les simples connexions entre les photorécepteurs et les neurones de sortie. Pour répondre à cette exigence, l'évolution a modifié le processus de maturation cellulaire, de sorte que certaines cellules en développement, au lieu de devenir des photorécepteurs ciliaires, se transforment en cellules bipolaires rétiniennes qui s'intercalent entre la couche de photorécepteurs et la couche de neurones de sortie. C'est pourquoi les cellules bipolaires de la rétine présentent une forte ressemblance avec les cellules en bâtonnet et en cône, bien qu'elles n'aient pas de rhodopsine et qu'elles ne soient pas sensibles à la lumière. Au lieu de cela, elles réagissent aux produits chimiques ou neurotransmetteurs libérés par les photorécepteurs, ce qui leur permet de jouer un rôle essentiel dans le traitement des signaux visuels avant de les transmettre aux neurones de sortie. Les yeux de type caméra offrent un champ de vision étendu, généralement autour de 180 degrés. Cependant, en pratique, notre cerveau est limité dans sa capacité à traiter l'intégralité des informations visuelles disponibles à tout moment, en raison du nombre restreint de fibres nerveuses qui relient nos yeux à notre cerveau. Il en résulte que nous ne pouvons échantillonner qu'une fraction des données visuelles disponibles. Il est probable que les premiers yeux de type caméra aient été confrontés à une limitation encore plus sévère, avec probablement un nombre encore plus réduit de fibres nerveuses. Cette contrainte aurait exercé une pression sélective considérable en faveur de l'évolution de muscles pour déplacer les yeux. La présence de tels muscles devait exister il y a environ 500 millions d'années, car la disposition de ces muscles chez la lamproie, dont la lignée remonte à une époque aussi ancienne, est presque identique à celle des vertébrés à mâchoire, y compris chez nous, les humains. Malgré les caractéristiques ingénieuses de l'évolution de l'œil chez les vertébrés, on peut identifier un certain nombre de traits plutôt contre-productifs. Par exemple, la rétine est positionnée à l'envers, ce qui signifie que la lumière doit traverser toute l'épaisseur de la rétine, y compris les fibres nerveuses et les corps cellulaires intermédiaires qui dispersent la lumière et altèrent la qualité de l'image avant d'atteindre les photorécepteurs sensibles à la lumière. En plus, les vaisseaux sanguins recouvrent la surface interne de la rétine, projetant des ombres indésirables sur la couche de photorécepteurs. Un autre aspect délicat est la présence d'un point aveugle, où les fibres nerveuses qui traversent la surface de la rétine se rassemblent avant de creuser un tunnel à travers cette dernière pour émerger en tant que nerf optique à l'arrière de l'œil.
Cette liste de caractéristiques inélégantes pourrait encore s'allonger, en y ajoutant d'autres exemples. Ces imperfections ne sont nullement des caractéristiques inévitables d'un œil de type caméra, car les pieuvres et les calmars ont évolué indépendamment des yeux de type caméra, qui ne présentent pas ces défauts. L'examen de l'œil des vertébrés dans un contexte évolutif met en évidence ces lacunes apparemment absurdes, comme les conséquences d'une séquence ancienne d'étapes évolutives, dont chacune a apporté des avantages à nos ancêtres vertébrés, bien avant qu'ils n'aient développé une vision avancée. L'œil a évolué de manière diversifiée au fil du temps, donnant lieu à une variété de particularités selon les espèces. Par exemple, les méduses possèdent des yeux, bien qu'elles n'aient pas de cerveau. Ces yeux transmettent directement l'information aux muscles pour une réaction rapide. Les nautiles ont une ouverture sans cristallin, adoptant ainsi un mécanisme différent de focalisation. Les mouches, quant à elles, possèdent de nombreux yeux qui leur procurent un champ de vision plus large. La diversité des adaptations oculaires se poursuit avec les prédateurs qui ont des yeux orientés vers l'avant pour une meilleure perception de la profondeur, tandis que les proies possèdent des yeux latéraux, offrant ainsi un large champ de vision pour détecter les dangers potentiels. Dans le cas des êtres humains, ils ont développé la capacité de corriger artificiellement leur vision en utilisant des dispositifs tels que des lunettes, ce qui leur permet de pallier certaines imperfections visuelles. En fin de compte, la liste des adaptations oculaires est véritablement infinie, chaque espèce évoluant de manière unique pour s'adapter à son environnement et à ses besoins spécifiques. Tous les organes auditifs des vertébrés terrestres actuels, qu'ils appartiennent aux reptiles, aux oiseaux ou aux mammifères, ont évolué de manière complètement distincte les uns des autres. Les cellules ciliées, qui sont les cellules sensorielles à la base des organes auditifs de tous les vertébrés, ont émergé très tôt dans l'histoire évolutive des animaux. Elles jouent un rôle significatif chez les animaux actuels qui ne sont pas des vertébrés, tels que les ascidies, et peuvent être retracés jusqu'aux premiers animaux avec des tissus bien développés, les cnidaires, comme les anémones de mer. La partie auditive de l'oreille a évolué à partir d'un organe vestibulaire dont l'origine évolutive, en particulier les cellules sensorielles elles-mêmes, ressemble à celle de la ligne latérale, un organe de surface corporelle utilisé par les poissons pour détecter le mouvement des fluides dans l'eau. La ligne latérale possède des cellules ciliées sensorielles similaires à celles de la cochlée, dont les réponses sont fortement influencées par l'amortissement visqueux et sont reliées par une structure semblable à un gel. Le problème de l'amortissement a été résolu très tôt par l'évolution des mécanismes actifs des cellules sensorielles et la liaison des cellules sensorielles via une structure de type gel, permettant d'augmenter à la fois leur sensibilité et leur sélectivité en fréquence. Ces deux caractéristiques ont survécu à 500 millions d'années d'évolution et sont communes aux oreilles internes des vertébrés. Pendant la période du Carbonifère, de moins 359 à moins 299 millions d'années, les ancêtres des tétrapodes ont réussi à migrer avec succès vers la vie terrestre, ce qui a ouvert la voie à des adaptations ultérieures pour les systèmes sensoriels existants, y compris l'ouïe, passant ainsi de la vie aquatique à la vie terrestre. Ainsi, au fil des centaines de millions d'années, des ajustements progressifs ont été apportés à ces organismes pour qu'ils puissent s'adapter à des stimuli de fréquence plus élevée, d'abord dans un environnement aquatique, puis dans un environnement aérien.
On suppose que les ancêtres des vertébrés amniotes avaient une capacité auditive limitée aux sons forts et de basse fréquence, car ils ne possédaient pas d'oreilles moyennes tympaniques. Les premiers vertébrés terrestres possédaient une papille auditive qui reposait sur un tissu solide et était recouverte d'un otolithe, une petite structure minérale présente dans l'oreille interne de certains animaux, notamment les poissons et les reptiles, responsables de la détection des mouvements et de l'équilibre de l'animal, et composée de cristaux de carbonate de calcium. Chez les amphibiens, la membrane otolithique a été remplacée par un revêtement tectorial qui ne contenait pas d'otolithe. Dans toutes les lignées suivantes, la membrane basilaire est apparue, suspendue librement. Dans d'autres lignées, la membrane basilaire a montré une certaine adaptation, avec une sélectivité de fréquence modérée. Environ 100 millions d'années après la séparation des lignées de tétrapodes, au cours de la période du Trias, on a observé l'apparition d'au moins 5 développements indépendants d'oreilles moyennes tympaniques. Ces développements ont fonctionné comme des mécanismes d'adaptation d'impédance essentiels pour permettre une détection efficace des sons aériens. L'absence d'une oreille moyenne efficace empêche la détection des sons de haute fréquence. Cela a donné lieu à des évolutives parallèles, conduisant à d'importantes différences dans les systèmes auditifs des vertébrés tétrapodes entre les différents clades, tout en remplissant finalement la même fonction: détecter, transmettre, transduire et encoder les sons aériens. Les preuves paléontologiques, morphologiques et développementales suggèrent que les lépidosaures, tels que les lézards et les serpents, ainsi que les archosaures, qui incluent les oiseaux et les crocodiles, ont développé indépendamment une oreille moyenne, composée d'un seul osselet. Tout d'abord, chez les oiseaux et les crocodiliens, la structure de l'organe auditif présente des similitudes marquées, comme la présence et la distribution de types de cellules similaires. Il est donc raisonnable de supposer que cette configuration structurale a été atteinte ou amorcée au plus tard vers la séparation de leurs lignées ancestrales, il y a environ 160 millions d'années. Un raisonnement similaire s'applique aux lépidosaures. On constate chez les tuatara, qui se sont séparés très tôt des autres lignées de lépidosaures, la configuration cellulaire de la papille auditive est plus simple que celle des lézards. Chez les tuatara, tout comme chez les tortues, il n'y a qu'un seul type de cellules ciliées et toutes les cellules ciliées ont la même orientation. Ainsi, la structure plus complexe que l'on observe typiquement chez les lézards semble être apparue après la séparation de la lignée tuatara des squamates. Cependant, on ignore si les lépidosaures, y compris les tuatara, ont développé une oreille moyenne tympanique en une seule fois. Enfin, chez les mammifères, la structure caractéristique de l'organe auditif, connu sous le nom d'organe de Corti, est essentiellement retrouvée dans tous les groupes récents de mammifères, bien qu'il existe des différences marquées entre les monotrèmes et les mammifères terriens. Par conséquent, on peut supposer que l'organe de Corti est apparu avant la scission de ces lignées, soit entre 220 et 150 millions d'années dans le passé. Cette analyse comparative suggère que l'évolution d'une oreille moyenne tympanique dans chaque lignée a eu des implications significatives sur le développement ultérieur des organes auditifs de l'oreille interne. La réduction de la taille des os et l'émergence de nouvelles configurations pour former l'oreille moyenne tympanique ont probablement amélioré non seulement la transmission auditive en général, mais surtout celle des fréquences plus élevées. Cette nouvelle caractéristique a incontestablement exercé des pressions de sélection supplémentaires sur l'organe auditif, afin de permettre une transduction optimale de l'information et sa transmission vers le cerveau.
Au fil du temps, la cochlée des mammifères a évolué de manière spécifique dans différents sous-groupes. Au cours de plusieurs périodes géologiques ultérieures, les mammifères ont connu une divergence considérable. Et bien que la structure de base de leur cochlée soit relativement constante, des différences de longueur et diverses spécialisations ont émergé. Les cochlées ont non seulement développé de très grandes différences de longueur, mais également des spécialisations spécifiques, dans des groupes poursuivant différentes stratégies de localisation des proies, à l'aide de fréquences ultrasonores dans l'air, comme les chauves-souris, et des ultrasons élevés dans l'eau, comme les baleines à dents. Par exemple, certaines espèces de chauves-souris ont développé des régions cochléaires où la longueur de l'organe de Corti, dédié à des gammes de fréquences spécifiques et étroites, est considérablement agrandie. Ces adaptations ont permis aux chauves-souris de mieux détecter et localiser les sons dans leur environnement, améliorant ainsi leur capacité de chasse et de navigation. D'autre part, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les organes auditifs des mammifères soient nécessairement supérieurs ou plus sophistiqués que ceux des autres groupes. Chaque groupe de vertébrés actuels a développé une solution auditive appropriée en fonction des pressions évolutives dictées par l'environnement, les relations prédateur-proie et les besoins de communication intraspécifiques. La sensibilité aiguë et la précision dans la résolution des fréquences, caractéristiques couramment associées aux organes auditifs des mammifères, ont évolué indépendamment dans tous les groupes de vertébrés terrestres modernes, en réponse à leur propre évolution et adaptation spécifiques. En effet, certaines espèces de lézards possèdent des fibres nerveuses auditives accordées à des fréquences parmi les plus fines parmi tous les vertébrés, y compris la plupart des mammifères. Chez les oiseaux de proie, en particulier chez ceux comme les effraies des clochers, qui sont des chouettes, dépendent quasiment exclusivement de l'ouïe pour repérer leur proie. La sensibilité auditive dépasse donc celle de la plupart des espèces de mammifères. Les mammifères écolocateurs, tels que les chauves-souris et les dauphins, présentent une large gamme de fréquences d'audition, une caractéristique presque égalée par certaines espèces de grenouilles qui utilisent des appels ultrasonores pour communiquer. Chez l'homme, bien que les temps de génération soient 10 fois plus longs que chez les poissons, l'enjeu n'est pas tant la création de centaines de nouvelles espèces, mais plutôt l'adaptation d'un organe sensoriel pour optimiser le traitement des signaux de communication vitaux, pour la survie et donc la reproduction. La question de savoir si l'évolution de la cochlée humaine s'est déroulée en parallèle avec le développement du langage est une interrogation fascinante qui pourrait être explorée par des recherches futures. Toutes les cellules vivantes sont irritables à certains produits chimiques, et cette prédisposition des cellules à être perturbées par des produits chimiques a vraisemblablement conduit à l'évolution éventuelle de protéines réceptrices spécifiques pour détecter des signaux chimiques et, finalement, à des organes et systèmes chimiosensoriels spécifiques tels que l'odorat. La capacité olfactive, utilisée pour la communication chimique, est répandue chez la majorité des êtres vivants appartenant au règne animal. Elle permet la perception et l'identification de signaux chimiques. La sensibilité et la gamme chimique des systèmes olfactifs des animaux sont remarquables et leur offrent la capacité de détecter et de faire la distinction entre des milliers de molécules d'odeurs différentes. Dans le monde animal, l'olfaction a évolué pour permettre la détection des signaux de l'environnement chimique, qui renferment des informations déterminantes sur la direction à suivre, les sources alimentaires, le moment opportun pour se reproduire, ainsi que les stimuli à considérer comme agréables ou dangereux.
La réaction d'un animal aux signaux chimiques résulte d'une combinaison entre des mécanismes acquis au cours de sa vie et des prédispositions innées résultant de l'impact cumulé de l'expérience individuelle et de l'évolution à travers les générations sur le système nerveux olfactif. L'évolution a façonné le système olfactif en réponse à deux défis: la nécessité d'explorer une large gamme d'informations chimiques et les défis sensoriels spécifiques rencontrés par chaque espèce animale. D'une manière générale, les vertébrés développent un système olfactif qui détecte les odorants et les phéromones grâce à leur interaction avec des récepteurs de surface cellulaire spécialisés sur les neurones sensoriels olfactifs et organisés de manière spectaculaire et subtile, permettant des adaptations en réponse à des changements majeurs dans l'environnement et le mode de vie, tels que la transition de l'océan vers la Terre et le développement prédominant de la vision. Chez les vertébrés terrestres et les insectes, nous pensons souvent à l'olfaction comme modalité chimiosensorielle dédiée à la détection de faibles concentrations de substances chimiques volatiles en suspension dans l'air. Pourtant, les poissons et les crustacés aquatiques, bien qu'ils ne rencontrent pas d'odorants volatiles en suspension dans l'air, possèdent des systèmes sensoriels anatomiquement similaires aux systèmes olfactifs des animaux terrestres. Les odeurs pour ces animaux aquatiques sont des molécules sapides en solution. L'olfaction n'est donc pas nécessairement la détection de molécules volatiles dans l'air. Dans ce contexte, il a été suggéré qu'au cours de la transition entre les environnements aquatiques et terrestres, de nouvelles demandes ont émergé pour les systèmes chimiosensoriels liés à la détection des odeurs. Cela s'est produit de manière remarquable, car les stimuli olfactifs ont évolué de composés hydrophiles à des composés principalement hydrophobes et volatiles. Cette transition a accordé aux vertébrés terrestres une option évolutive pour détecter des substances odorantes volatiles et non solubles dans l'eau. En conséquence, on pense que les voies biosynthétiques complexes nécessaires à la production de composés volatiles, ainsi que le codage combinatoire extrêmement complexe qui caractérise les perceptions olfactives commandées par les récepteurs olfactifs, ont émergé de manière soudaine en seulement quelques centaines de milliers d'années. Des études génomiques et phylogénétiques comparatives soutiennent que les récepteurs chimiosensoriels ont été conservés à travers les taxons aquatiques et terrestres et que les gènes des récepteurs olfactifs similaires à ceux présents chez les mammifères ont évolué dans les environnements marins avant l'apparition des premiers vertébrés. Ces modifications dans les récepteurs olfactifs au niveau des protéines, altérant ainsi leur interaction avec les molécules odorantes, jouent un rôle clé dans l'évolution de la perception olfactive. Cependant, des chercheurs ont découvert que cette évolution adaptative de la perception olfactive peut également être influencée par des récepteurs olfactifs co-exprimés, qui subissent des changements en termes de quantité de copies et de séquences protéiques. La sélection agit également sur des familles ou des sous-familles des récepteurs olfactifs individuels, favorisant une adaptation spécialisée ou facilitant la communication chimique entre les membres d'une même espèce. Enfin, la variation génétique parmi les milliers de gènes des récepteurs olfactifs uniques peut entraîner des modifications comportementales en réponse à des signaux chimiques spécifiques. Ainsi, la combinaison de ces mécanismes permet aux vertébrés de s'adapter de manière précise et complexe à leur environnement chimique changeant. Le génome d'un animal évolue de manière à être étroitement lié aux tâches spécifiques résolues par son système nerveux,
ce qui lui permet de détecter les odeurs et de répondre de manière adaptée pour favoriser la survie et la reproduction. Des études récentes ont révélé la présence de versions ancestrales de gènes synaptiques impliqués dans la communication neuronale fondamentale chez divers organismes sans système nerveux, ce qui suggère une évolution progressive de l'olfaction. En parallèle, des études ont précisé que les capacités olfactives des organismes multicellulaires, ainsi que les capacités d'apprentissage chimiosensoriel, ont évolué à partir de formes de vie non équipées de réseaux neuronaux complexes. En particulier, les prokaryotes ont été proposés comme système modèle pour comprendre l'évolution des systèmes olfactifs chez les organismes supérieurs. En fait, les bactéries réagissent aux gradients chimiques volatiles, mais utilisent également la signalisation dépendante du contact. De plus, il a été prouvé qu'un organisme eucaryote unicellulaire, mais multinucléé, le Physarum polycéphalum, est capable de détection chimiosensorielle. Les études ont montré que les cellules réceptrices olfactives sont des neurones bipolaires primaires, qui ont une morphologie similaire entre les espèces. Elles ont des dendrites filamenteuses pour augmenter la surface de capture du stimulus et un axone qui se prolonge vers le système nerveux central. Les processus dendritiques sont principalement d'origine cillaire chez la plupart des animaux. Bien que la morphologie globale soit conservée, les détails fins de la morphologie des cellules réceptrices olfactives peuvent être adaptatifs, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier de manière dépendante de l'habitat plutôt que de l'espèce. Ainsi, les cellules réceptrices olfactives des crustacés vivant en milieu terrestre, comme le crabe voleur géant, présentent une morphologie plus proche de celle des insectes que celle des crustacés marins. Les crustacés partagent un ancêtre commun avec les insectes, et comme ils n'ont pas de récepteurs olfactifs, il a été proposé que ces récepteurs aient évolué lorsque les insectes préhistoriques ont quitté la mer pour vivre sur Terre. Selon cette idée, les récepteurs olfactifs ont évolué parce que ces ancêtres devaient être capables de détecter les molécules odorantes flottant dans l'air, plutôt que dissoutes dans l'eau. Mais une découverte récente vient contredire cette hypothèse. Cette découverte d'un nouveau type de récepteurs olfactifs, les récepteurs ionotropiques, IR, vient modifier l'ordre des choses et ouvre de nouveaux champs de questionnement sur l'évolution des récepteurs olfactifs au cours de l'histoire du vivant. Ces nouveaux récepteurs olfactifs sont présents chez les crustacés, chez qui jusqu'à présent aucun récepteur olfactif classique n'avait été trouvé. Les crustacés étant apparus les premiers avant les insectes et avant les vertébrés dans l'histoire du vivant, on peut supposer que ces IR seraient un héritage ancestral bien avant l'apparition des premiers insectes. Durant le développement, le système olfactif prend forme à partir des placodes olfactives, des régions spécialisées de l'écoderme antérieur qui partagent des caractéristiques cellulaires et moléculaires avec d'autres placodes impliqués dans le développement de différents sens crâniens. Certains types de cellules du système olfactif ont précédé l'apparition des vertébrés, de même que certains mécanismes impliqués dans la formation des placodes. Il est probable que ces deux éléments étaient déjà interconnectés chez l'ancêtre commun des vertébrés et des tuniciers. Chez les ancêtres des vertébrés, ce système a évolué vers un système d'organes plus complexe, en intégrant des tissus supplémentaires et des processus morphogénétiques spécifiques pour développer des composants olfactifs distincts. Par la suite, la placode ancestrale s'est divisée pour donner naissance aux organes olfactifs appariés, caractéristiques de la plupart des vertébrés modernes.
Ainsi, une adaptation olfactive majeure s'est produite le long des branches amphibies et terrestres de l'arbre des vertébrés, entraînant la formation de structures neuroanatomiques distinctes, exprimant des récepteurs olfactifs dérivés plus récemment. Les vertébrés aquatiques, tels que les poissons et les amphibiens, possèdent un système olfactif similaire à celui des vertébrés terrestres, mais spécialisé dans la détection des produits chimiques présents dans l'eau plutôt que dans l'air. En revanche, les insectes ont un système bien défini dans leurs antennes, qui leur permet de détecter les produits chimiques en suspension dans l'air et qui est généralement appelé système olfactif. Cependant, ce système évolue de manière convergente, indépendamment des vertébrés, pour accomplir cette fonction. Contrairement aux poissons, les amphibiens ont développé un organe voméronasal séparé qui détecte spécifiquement les phéromones sexuelles attractives propres aux amphibiens. De plus, ils possèdent un épithélium olfactif principal rempli d'air, qui exprime un vaste répertoire de nouveaux récepteurs olfactifs de classe 2, qui ont acquis un rôle dans les comportements reproducteurs innés. Ces observations suggèrent que l'interprétation des odeurs dépend non seulement des molécules odorantes détectées ou ligands, mais également des identités de développement et des voies sensorielles spécialisées des cellules qui détectent ces odeurs. Des preuves récentes montrent que des cellules réceptrices olfactives individuelles des mammifères peuvent être activées par plusieurs odorants différents et que des odorants individuels activent plusieurs cellules réceptrices exprimant différentes protéines réceptrices. Ce codage combinatoire est également présent chez les insectes et les poissons, ce qui suggère qu'il a été conservé dans l'évolution de l'olfaction. Par conséquent, il existe des similitudes frappantes entre les espèces dans l'organisation de la voie olfactive, de la nature des protéines réceptrices olfactives à l'organisation du système nerveux central olfactif. Bien qu'il existe une convergence évolutive frappante vers une organisation conservée des voies de signalisation dans les systèmes olfactifs des vertébrés et des invertébrés, les familles de gènes récepteurs impliqués ont évolué indépendamment. Ces caractéristiques organisationnelles communes couvrent un large éventail phylogénétique d'animaux. Une telle conservation implique également qu'il existe une solution optimale au problème de détection et de discrimination des odeurs. Soit cette solution a évolué relativement tôt et a ensuite été retenue dans l'évolution, soit, plus probablement, les animaux ont développé de manière convergente des solutions identiques ou similaires aux problèmes de détection et de reconnaissance des odeurs. Le sens du goût est un système chimiosensoriel spécialisé, l'un des principaux mécanismes utilisés par les animaux pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments, les aidant à prendre des décisions quant à la consommation d'aliments bénéfiques, tout en évitant les substances nuisibles dans leur quotidien. À la différence du toucher, de la vision, de l'audition ou de l'olfaction, qui sont sollicités dans différentes situations comportementales, le sens du goût a évolué pour jouer un rôle primordial dans la régulation et la motivation alimentaire. Les systèmes gustatifs permettent de détecter les substances nutritives essentielles, ainsi que les substances nocives présentes dans les aliments, et ils déclenchent des comportements innés qui conduisent à l'acceptation ou au rejet des sources alimentaires potentielles. La plupart des vertébrés peuvent percevoir 5 modalités gustatives fondamentales: l'amer, l'umami, le sucré, le salé et l'acide. Tous les vertébrés possèdent une certaine capacité à éviter les substances chimiques nocives et à rechercher des éléments nutritifs.
On pense que chaque sens du goût a évolué pour détecter et motiver la consommation de nutriments essentiels et aussi pour détecter et éviter les poisons potentiels. Il est largement admis que le goût sucré a évolué chez les animaux qui mangent des plantes pour détecter les sucres simples riches en énergie tels que le glucose, le fructose ou le saccharose. En revanche, le goût amer fonctionne vraisemblablement pour s'assurer qu'un animal évite les poisons. En effet, la plupart des poisons sont amers et la plupart des substances amères sont nocives, bien que cette relation ne soit pas parfaite. Le goût salé permet la détection du sodium, un minéral absolument essentiel. Lorsque certaines espèces d'animaux manquent de sodium, et cela se produit généralement chez les animaux herbivores, un puissant appétit pour le goût salé est éveillé. Et pour de nombreuses espèces, le sel est consommé, même lorsqu'il n'y a pas de besoin apparent. Pour le goût aigre, beaucoup ont suggéré qu'il est impliqué dans la détection de la maturité des fruits. Enfin, le cinquième goût de base, umami, sert probablement à signaler les acides aminés et les protéines. En comparant des animaux provenant de diverses branches de l'arbre évolutif, les chercheurs ont déduit que le sens du goût aurait probablement évolué il y a plus de 500 millions d'années. Cette évolution se serait produite avant la divergence des vertébrés terrestres, des poissons osseux, des requins et des lamproies, au moment où leur ancêtre commun, un poisson primitif, aurait développé un nouveau type de cellules. Ces cellules réceptrices du goût chimiosensoriel, localisées dans des papilles gustatives, sont capables de détecter les stimuli chimiques et d'envoyer des signaux au cerveau via les nerfs gustatifs pour générer des sensations gustatives. Les papilles gustatives sont les organes terminaux gustatifs chez les vertébrés allant de la lamproie aux mammifères. Ces organes terminaux répondent à une variété de produits chimiques sapides et transmettent des signaux aux fibres nerveuses afférents provenant de 3 ganglions crâniens, facial, glossopharyngien et vague. Au fil du temps, les papilles gustatives ont subi plusieurs modifications afin de s'adapter aux besoins alimentaires de différentes espèces animales, ce qui explique leur localisation variée chez ces animaux. Elles se trouvent non seulement dans la bouche et le pharynx, mais également elles peuvent être largement répandues à la surface de leur corps. Les preuves suggèrent que les récepteurs umami ont été les premiers à se développer. Des chercheurs ont signalé la découverte de gènes similaires à ceux qui codent les récepteurs utilisés par les humains pour détecter l'acide aminé glutamate dans le génome du requin-éléphant, une espèce qui s'est séparée d'autres poissons il y a 400 millions d'années. Les requins manquent de récepteurs du goût amer, ce qui suggère que ces gènes ont évolué plus récemment. Les poissons anciens étaient probablement les premiers animaux vertébrés capables de détecter le goût aigre. Il est probable que ces poissons ne goûtaient pas la nourriture avec leur bouche, mais plutôt qu'ils pouvaient détecter l'acidité dans l'océan en utilisant l'extérieur de leur corps. Les variations de dioxyde de carbone dissous dans l'eau peuvent créer des niveaux d'acidité différents, ce qui peut être dangereux pour les poissons. Ainsi, la capacité de sentir l'acidité aurait été essentielle pour leur survie. Le goût amer est peut-être le goût qui intrigue le plus les biologistes de l'évolution. C'est le pinson de Darwin du goût, élaboré et personnalisé pour s'adapter à la niche écologique d'une espèce. Les humains ont 24 ou 25 récepteurs amers différents, selon la personne, chacun reconnaissant des combinaisons uniques de produits chimiques. Les composés amers toxiques sont de toutes formes et tailles.
Il est donc logique que les récepteurs qui les reconnaissent soient divers. L'évolution du goût amer consiste donc également à faire la distinction entre différents produits chimiques. Les régimes alimentaires humains et de leurs ancêtres sont principalement basés sur les plantes, qui sont une source de nutrition abondante et accessible. Cependant, les plantes ont développé des défenses physiques, reproductives et chimiques pour se protéger des herbivores. Les herbivores ont mis en place diverses stratégies pour surmonter les mécanismes de défense toxiques des plantes. Parmi celles-ci, une méthode particulièrement efficace et répandue chez les animaux vertébrés est la détection des saveurs amères. Il est largement reconnu, et depuis longtemps, que de nombreuses toxines végétales sont perçues comme amères, créant ainsi un mécanisme puissant pour minimiser l'exposition à ces substances nocives. En signalant la présence de toxines dans les aliments avant qu'ils ne soient complètement consommés, la détection des saveurs amères permet d'éviter leur ingestion. Cette capacité joue un rôle essentiel dans la survie des herbivores, en les aidant à identifier et à éviter les plantes potentiellement dangereuses. L'omniprésence de la perception amère chez les vertébrés et son rôle complexe chez l'homme ont soulevé des questions sur son évolution. L'une des révélations les plus remarquables des comparaisons entre les vertébrés est que les récepteurs gustatifs du goût amer sont une innovation évolutive relativement récente. Alors qu'ils sont présents chez les poissons osseux, les poissons à nageoires lobées et les tétrapodes, on ne les trouve pas chez les poissons cartilagineux. Ainsi, les récepteurs du goût amer doivent être apparus pour la première fois dans une espèce aquatique, il y a environ 430 millions d'années. Cela en fait la plus récente des familles de récepteurs chimiosensoriels chez les vertébrés. Les origines des récepteurs impliqués dans la perception du goût chez les animaux font l'objet de spéculations. Des similitudes entre l'évolution des plantes vasculaires et l'explosion cambrienne chez les animaux suggèrent que l'origine de ces récepteurs pourrait être liée à une transition importante dans les interactions plantes-herbivores. Cependant, il existe également des preuves que ces récepteurs jouent d'autres rôles, tels que la détection des nutriments dans l'intestin, suggérant que leur fonction de récepteur du goût pourrait être apparue plus tard. La famille des récepteurs du goût amer s'est diversifiée au sein et entre les taxons, avec des répertoires de gènes de ces récepteurs de taille variable dans les génomes des espèces. Les études démontrent que ce sont les pressions sélectives sur la perception du goût qui représentent le moteur potentiel le plus évident de diversification de ces gènes. Les poissons ont différents nombres de gènes, allant de 1 chez l'Amazon molly à 74 chez le coelacanthe, mais la plupart des poissons ont un nombre intermédiaire de gènes. La variation du nombre de gènes des récepteurs du goût amer se produit dans différents groupes d'animaux, tels que les poissons, les amphibiens et les sauriens. Les amphibiens siciliens, qui comprennent les amphibiens sans membres, ont le plus petit nombre de gènes, tandis que les anoures, qui comprennent les grenouilles et les crapauds, ont le plus grand nombre parmi tous les vertébrés enregistrés, ce qui reflète probablement leur adaptation à des modes de vie et des environnements variables. En fait, la plupart des grenouilles et des crapauds habitent des niches aquatiques et terrestres qui contiennent nécessairement une plus grande variété de substances toxiques. En conséquence, leurs besoins écologiques devraient englober des exigences très différentes pour leur système gustatif. Par exemple, il a été prouvé que des facteurs aquatiques, tels que le pH, ont influencé la divergence des gènes des récepteurs du goût. La majorité des grenouilles se nourrissent de vers, d'insectes et d'autres petits arthropodes qui contiennent plus de substances potentiellement toxiques.
Il est connu que les insectes séquestrent souvent des composés toxiques des plantes pour leur propre défense, ce qui suggère que les anoures peuvent bénéficier de la capacité de détecter des proies dangereuses. Alors que les céciliens sont des animaux adaptés à la vie souterraine, vivant dans des couches de sol riches en matière organique, ils construisent des tunnels pour se déplacer. Tous les céciliens sont carnivores et se nourrissent de vers de terre, de platelmintes, d'arthropodes, d'œufs de grenouilles et de têtards. Par rapport aux grenouilles, les céciliens sont moins sensibles au goût amer, car les tissus animaux contiennent moins de substances toxiques. Par conséquent, nous supposons que le mode de vie, la complexité écologique et alimentaire des amphibiens élèvent leur pression évolutive pour une grande variété de gènes de récepteurs gustatifs. Les sauriens, qui incluent les crocodiles, les lézards, les serpents et les oiseaux, présentent également une variation dans le nombre de ces gènes. Les serpents ont un faible nombre, tandis que les crocodiles, les tortues et les lézards ont des nombres plus élevés, similaires à ceux de nombreux poissons. Les répertoires de gènes des récepteurs du goût amer chez les oiseaux et les mammifères montrent une grande diversité. Les manchots et les cétacés ont peu ou pas de gènes fonctionnels, tandis que les oiseaux comme le pinson zébré et le moineau à gorge blanche en ont plusieurs. Les primates, y compris les parents les plus proches de l'homme, ont un nombre moyen de gènes, avec le gibbon qui en a le moins et le chimpanzé qui en a le plus. Bien que les toxines représentent une menace pour tout animal herbivore, toutes les espèces ne sont pas exposées de manière égale. Cette variabilité se manifeste dans la taille des répertoires génétiques, qui est en relation avec la proportion des régimes alimentaires, composés de plantes pour chaque espèce. Cette tendance est particulièrement marquée, avec des répertoires plus étendus chez les herbivores que chez les carnivores. L'exemple le plus extrême de cette variation se trouve chez les carnivores obligatoires, tels que les baleines, les pingouins et les pinnipèdes, qui avalent leur nourriture sans la mâcher, aboutissant à une absence totale de certains gènes liés à la détection des toxines. Il y a environ 7 à 8 millions d'années, les humains ont eu un dernier ancêtre commun avec d'autres grands singes. Si nous observons les habitudes alimentaires actuelles des grands singes, nous pouvons en déduire le régime alimentaire de notre ancêtre commun. Il semble que cette espèce était omnivore, se nourrissant principalement de fruits tropicaux, et incluait également des feuilles et des insectes dans son alimentation. Les chimpanzés, nos parents les plus proches, dépendent largement des fruits pour leur apport calorique, avec une petite proportion de leur régime provenant d'animaux tels que d'autres singes et des insectes. Entre 4,4 et 2,3 millions d'années, les ancêtres humains ont quitté la forêt pour la savane et d'autres écosystèmes et leur répertoire alimentaire s'est considérablement élargi. Ainsi, au fil du temps, les premiers hominidés ont progressivement abandonné les habitudes alimentaires des singes de la forêt et ont augmenté leur capacité à obtenir une variété de nutriments afin d'adopter une alimentation plus diversifiée en plein air. Malgré cette évolution alimentaire, notre besoin pour les fruits et notre attrait pour les sucres et les acides, partagés avec les autres grands singes, sont restés intacts. D'un point de vue nutritionnel, les fruits sont attirants en raison de leur teneur en sucre, qui procure une satisfaction intrinsèque, ainsi que de la vitamine C, essentielle pour le maintien de la vie chez les hominoïdes. La question de la raison pour laquelle les humains sont sensibles aux saveurs acides et même inclinés à préférer l'acidité a suscité des débats dans la communauté scientifique. Les signaux provenant de substances acides
n'apportent pas une grande valeur nutritionnelle, à l'exception notable de la vitamine C. Cependant, cette exception est significative, car, à la différence de la plupart des mammifères, les singes et les grands singes ne sont pas capables de synthétiser la vitamine C en raison de la perte d'une version fonctionnelle du gène codant pour la gluconolactone oxydase. L'ancêtre commun des anthropoïdes qui a subi cette perte enzymatique devait probablement dépendre d'une source suffisamment riche en acide ascorbique, provenant de fruits et d'autres végétaux, pour que l'enzyme devienne inutile. Il est plausible que le goût acide ait joué un rôle nécessaire en tant que guide pour identifier les fruits riches en vitamine C. En outre, la combinaison d'acides avec des sucres pourrait également avoir servi à évaluer le degré de maturité des fruits, en utilisant des mélanges de saveurs aigres et douces. Ainsi, les acides ne sont pas des stimuli pour lesquels nous avons évolué afin de réagir de manière isolée, mais plutôt des éléments que nous avons expérimentés dans le contexte des sucres présents dans les fruits. En conséquence, les saveurs aigres et douces sont perçues comme synergiques dans la palette aromatique des fruits. En plus, les acides et le goût aigre agissent comme des indicateurs de processus de fermentation que les êtres humains, à travers le monde, recherchent et consomment. Les grands singes sauvages dépendent principalement des plantes forestières, en particulier des jeunes feuilles pour la majeure partie de leur apport quotidien en protéines. Néanmoins, les premiers hominidés et les humains modernes ont montré une préférence pour la consommation de sources de protéines légèrement plus digestibles, comme la viande. Bien que le goût umami ne soit pas immédiatement apparent dans les viandes fraîches, il se développe de manière significative dans les viandes vieillies ou cuites. En conséquence, il semble que les chimpanzés ne possèdent pas de système gustatif spécifiquement dédié à la détection du goût de glutamate ou des ribonucléotides, même s'ils peuvent percevoir ces stimuli. Le goût umami caractéristique de la protéine hydrolysée est principalement porté par le glutamate et les ribonucléotides. Les humains ont développé une préférence pour le glutamate, les ribonucléotides et le goût umami, probablement en tant que signaux indiquant des protéines plus facilement digestibles dans les viandes légèrement vieillies ou cuites. On peut noter d'ailleurs que de nombreuses preuves fossiles suggèrent que la pratique culinaire existait avant l'avènement de l'homme moderne. Les humains du monde entier tirent avantage d'une variété étendue de plantes et de produits animaux soumis à la fermentation. Notre attrait marqué pour le goût des acides aminés libres et des ribonucléotides pourrait découler d'une tendance à consommer des aliments fermentés, incluant des viandes légèrement vieillies et ou cuites. Cette catégorie d'aliments apporterait divers avantages à la survie de notre espèce. La fermentation facilite l'accès aux macro- et micronutriments tout en fournissant des bactéries probiotiques. Bien que l'on ait supposé que le goût agréable du glutamate et des ribonucléotides agissait comme un indicateur de protéines, de nombreux aliments riches en protéines ne sont pas particulièrement savoureux ou umami lorsqu'ils sont frais. C'est le processus de fermentation ou de vieillissement de ces aliments qui libère le goût umami et savoureux des protéines. Ainsi, notre attrait pour les acides aminés, en particulier le glutamate, ainsi que pour le goût salé, pourrait avoir émergé de notre désir d'aliments fermentés, profitant des améliorations nutritionnelles et des avantages des bactéries probiotiques pour notre espèce. Les humains se démarquent des autres mammifères grâce à un phénomène unique, un polymorphisme à grande échelle du gène de l'amylase salivaire. Ce changement dans notre génétique pourrait être le résultat de notre histoire passée
liée à la consommation de tubercules riches en amidon et aurait pu se produire il y a environ 100 000 à 200 000 ans. La quantité de copies du gène de l'amylase salivaire présente dans notre génome influe directement sur la production d'amylase dans notre salive. Cette enzyme en quantité et en efficacité élevée a la capacité de transformer rapidement un féculent cuit, tel qu'un pudding épais, d'un état semi-solide à un état liquide, en quelques instants dans notre bouche. Les concentrations de sucre résultantes peuvent produire suffisamment de substances telles que le maltose, qui active les régions cérébrales liées au goût et à la récompense. En somme, il semble que la bouche humaine abrite un récepteur du goût qui réagit au polymère de glucose, sans nécessairement induire une sensation gustative consciente. Ce récepteur peut être stimulé par les produits issus de la décomposition de l'amidon dans la bouche, surtout en présence d'une quantité élevée d'amylase salivaire. Les êtres humains ont une tendance naturelle à rechercher la saveur du sel dans les aliments. Nous trouvons le goût de concentration modérée de sel très attrayant, tout comme le font d'autres omnivores. Mais des niveaux élevés de sel sont considérés désagréables pour nous, car ils perturbent l'équilibre osmotique de nos fluides corporels. Le sel est un ingrédient largement utilisé dans la préparation des aliments à travers le monde, et les individus de diverses cultures consomment à peu près la même quantité de sel chaque jour. Cette similitude dans la consommation de sel d'une culture à l'autre suggère que notre apport en sel est régulé par des facteurs biologiques intrinsèques. Un animal carnivore absorbe du sel à chaque repas, tandis qu'un herbivore peut facilement manquer de sodium, ce qui suscite chez lui un désir de sel, se traduisant par la recherche de pierres alléchées naturelles. L'exposition d'un omnivore au sel alimentaire serait alors logiquement intermédiaire entre celle des carnivores et celle des herbivores. Il convient toutefois de noter que les êtres humains perdent du sel par le biais de la transpiration, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous avons une préférence pour un apport en sel légèrement plus élevé que les autres omnivores. Depuis nos premiers ancêtres préhistoriques, le sens du toucher occupe une place centrale dans notre survie et notre reproduction. Ce que nous touchons peut avoir une incidence directe sur notre capacité à survivre et à nous reproduire. Il peut s'agir d'un prédateur, d'une proie ou d'un parasite, d'un parent, d'un amant ou d'un enfant, d'un abri ou d'un danger, d'un outil ou d'une source de nourriture, du sol sous nos pieds ou de la branche que nous utilisons pour nous balancer. C'est aussi le premier sens à se développer, certains fœtus réagissant au toucher dans l'utérus après seulement 8 semaines. L'évolution a créé un système tactile composé de différents capteurs et récepteurs qui détectent ensemble les qualités de ce que touche notre corps et de ce que notre corps touche, tels que le poids, la température et la texture, afin que nous puissions en déduire des informations utiles. De nombreux animaux, y compris certains coelenterrés, vers annélides, insectes et de nombreux autres anthropodes, oiseaux et mammifères, ont des poils ou des projections capillaires richement alimentées en air et servant à indiquer à l'animal qu'il est en contact avec un objet. Ces poils ont pu spécialement se modifier, par exemple des vibrisses ou des moustaches dans certaines zones du corps, telles que le visage ou les orteils, pour fournir une discrimination plus sensible entre les stimuli. Un deuxième type de récepteur tactile, le récepteur sous-cutané, se trouve dans la peau. Des récepteurs de ce type se trouvent chez presque tous les animaux et peuvent être constitués de terminaisons nerveuses libres ou de corpuscules complexes.
Les organismes unicellulaires possèdent déjà une capacité de détection directionnelle des stimuli tactiles. Ceci s'observe chez les ciliés tels que la paramécie, qui s'éloigne de la source de stimulus à la suite d'une perturbation mécanique de sa membrane externe. Les éponges, qui sont les animaux multicellulaires les plus simples, ne possèdent pas de neurones, mais elles présentent tout de même une capacité à répondre aux variations de flux et de pression de l'eau en réaction au déplacement de leurs cils immobiles. Cependant, l'évolution de la conduction neuronale entraîne un changement radical dans la capacité à répondre rapidement et avec flexibilité aux stimuli tactiles. Les cnidaires, tels que les méduses et l'hydre, malgré leur système nerveux relativement simple, peuvent présenter des schémas coordonnés de réponse motrice aux stimuli sensoriels et nombre d'entre eux ont une riche capacité à répondre au toucher. Par exemple, les nématocytes d'hydre sont des structures qui constituent un bon modèle pour comprendre les mécanorécepteurs d'invertébrés plus complexes. Chez les méduses, des groupes de cellules ciliées, appelés peignes tactiles, régulent des comportements complexes, notamment la fuite, l'alimentation et la locomotion. Les avantages de la sensibilité aux stimuli mécaniques fournis par les structures ressemblant à des poils pourraient avoir encouragé leur évolution convergente dans plusieurs lignées animales. Par exemple, les cellules ciliées des méduses semblent être suffisamment différentes de celles des vertébrés pour qu'une origine commune aux deux soit peu probable. Des études sur les bases moléculaires de la mécanosensation dans différentes classes d'animaux suggèrent également que les mécanismes cellulaires nécessaires à la détection tactile peuvent avoir évolué à plusieurs reprises. Tous les animaux dotés d'un système nerveux central réagissent au toucher. Le nématode Caernoabditis elegans est un organisme modèle important en neurosciences. C'est le premier système animal dans lequel l'ensemble du réseau neuronal impliqué dans le comportement tactile a été identifié. Ce ver possède des cellules mécanosensorielles situées dans le tégument, sous la cuticule, en relation avec 6 neurones sensoriels, 10 interneurones et 69 motoneurones. Chez les animaux plus grands, sans doute plus avancés, le comportement induit par le toucher devient plus polyvalent et complexe. La sangsue a développé un système nerveux central avec une succession de ganglions pour chaque segment. Chaque ganglion abrite 3 groupes de neurones mécanosensoriels qui réagissent tous à une stimulation mécanique du corps, mais avec des seuils de réponse différents. Les cellules tactiles, qui sont les plus réactives, et répondent au toucher doux de la paroi corporelle. Les cellules de pression, qui réagissent à des stimuli tactiles plus intenses, tandis que les cellules nociceptives sont sensibles à des stimuli très puissants et potentiellement nuisibles. Chez les arthropodes, les mécanorécepteurs sont situés dans des endroits stratégiques du corps où le mouvement est le plus susceptible de se produire. En contact, ce sont les zones de surface où le contact avec des objets externes est le plus probable. Les arthropodes exploitent ces emplacements stratégiquement importants de 2 façons. D'une part, ils utilisent des touffes de poils appelées champs capillaires ou plaques capillaires pour détecter les mouvements entre les segments corporels adjacents grâce à la proprioception. D'autre part, pour détecter les contacts, ils utilisent des poils similaires mais situés à différents endroits du corps, avec une concentration particulièrement élevée aux endroits où les contacts sont les plus probables et ou les plus importants à détecter. Les araignées et les insectes utilisent également les sensilles pileuses pour la proprioception et par conséquent pour la détection active du toucher, où le mouvement actif d'un membre doit être surveillé.
Parmi les arthropodes actuels, seuls les myriapodes, les crustacés et les insectes, portent des structures sensorielles spécialisées du toucher. Il s'agit des palpeurs appelés communément des antennes. Ces organes sensoriels sont équipés d'un nombre particulièrement important de sensilles, affichant une densité nettement supérieure à celle constatée sur la plupart des autres régions corporelles. Chez les crustacés, on observe la présence de 2 paires d'antennes, tandis que chez les insectes, une seule paire d'antennes est présente. L'hypothèse généralement acceptée est que, au fil de l'évolution, les insectes ont vraisemblablement perdu leur 2e paire d'antennes, ce qui signifie que l'antenne de l'insecte partage une origine évolutive commune avec celle des crustacés. Les poissons et les amphibiens ont des organes mécanorécepteurs appelés neuromastes, qui sont disposés en ligne sur leur corps, leur tête et leur queue. Ces neuromastes peuvent être présents de manière autonome sur leur peau ou à l'intérieur de canaux remplis de liquide. Le principal composant sensoriel de chaque neuromaste est un groupe de cellules ciliées qui réagissent aux stimuli hydrodynamiques provoqués par le mouvement de l'eau ou les variations de pression de l'eau. Ainsi, les lignes latérales offrent un système sensoriel sophistiqué qui permet de détecter les origines éloignées du mouvement de l'eau, telles que le comportement des prédateurs ou des proies, les courants d'eau et les caractéristiques topographiques de l'environnement sous-marin. La peau des mammifères a évolué à partir du tégument des vertébrés antérieurs, suivant un processus évolutif complexe qui n'est encore que partiellement identifié. Ce qui est évident, c'est que les premiers mammifères, ou peut-être leurs ancêtres reptiliens thérapsides, ont développé à nouveau les poils en tant qu'adaptation des couches épidermiques externes de leur tégument. Alors que les poils denses ont clairement une fonction de régulation thermique, l'évolution des poils chez les mammifères ne peut être uniquement attribuée à l'objectif de réguler la température corporelle. Au contraire, il est très probable que les premiers poils aient principalement servi à des fonctions tactiles, et leur évolution ultérieure a progressivement conféré aux poils un rôle secondaire en tant qu'isolant. La fonction sensorielle principale des poils persiste dans les fibrisses, également appelés cheveux tactiles, présentes chez tous les mammifères terriens, tels que les marsupiaux et les placentaires, à l'exception des êtres humains. Dans des cas comme celui du rat taupe nu, une espèce ayant perdu l'intégralité de son pelage, les poils tactiles ont été maintenus sur l'ensemble du corps en raison de leur importance pour le sens du toucher. De nombreux mammifères ont évolué pour présenter des zones de peau dépourvues de poils, également appelées peaux glabres. Chez l'homme, ces zones incluent la peau des lèvres, des mains, des extrémités des doigts et de la plante des pieds. Ce sont les parties du corps qui jouent un rôle primordial dans les interactions physiques avec le monde extérieur et où une précision tactile est particulièrement importante. Il n'est donc pas étonnant que la peau glabre soit caractérisée par une densité élevée de récepteurs mécanosensoriels qui sont extrêmement sensibles au toucher délicat, ce qui pourrait contribuer à la capacité tactile affective ou sociale qui pourrait être spécifique aux mammifères. De nombreuses espèces de mammifères possèdent des fibrisses faciales allongées, également appelées vibrisses, qui s'étendent vers l'extérieur et vers l'avant à partir du museau de l'animal. Elles forment ainsi un réseau sensoriel tactile qui enveloppe la tête de l'animal. Les espèces qui ne présentaient pas de vibrisses ou chez lesquelles elles étaient moins apparentes étaient généralement les représentants les plus évolués de leur ordre. Par conséquent, avoir des vibrisses faciales
était une caractéristique ancestrale des mammifères. De nombreux mammifères terrestres, surtout ceux qui sont nocturnes, vivent dans des environnements peu éclairés ou grimpent aux arbres et ont évolué avec des systèmes de détection tactile via les vibrisses qui sont hautement spécialisés. La recherche s'est penchée sur ces divers animaux, parmi lesquels des rongeurs tels que le rat, la souris et le hamster doré, ainsi que des insectivores tels que la musaraigne étrusque et l'opossum brésilien marsupial, à queue courte. Chez certaines espèces de phoques, les vibrisses se sont adaptés pour pouvoir détecter les perturbations laissées dans l'eau par les poissons. En mesurant ces champs d'écoulement hydrodynamiques, ces animaux sont capables de suivre et de capturer des proies se déplaçant rapidement dans l'obscurité totale. Les pinnipèdes qui cherchent leur nourriture dans les profondeurs de l'océan, comme le phoque barbu et le morse, ont évolué avec une adaptation vibrissale très spécifique, conçue pour optimiser leur recherche efficace de coquillages et d'autres invertébrés dans les couches boueuses du fond marin. Les vibrisses abondantes, denses et mobiles de ces animaux s'agencent pour former une sorte de râteau tactile sensible qui leur permet de détecter et d'ingérer leur proie à des vitesses exceptionnellement rapides. Les lamantins possèdent des vibrisses qui se répartissent sur l'ensemble de leur corps pour compenser la limitation des informations visuelles dans leur environnement naturel. La compétence du lamantin à se déplacer de manière efficace à travers des eaux agitées suggère une aptitude globale du corps à percevoir les signaux hydrodynamiques grâce à la sensibilité de ces vibrisses, ce qui présente des parallèles intéressants avec la ligne latérale des poissons. Ces adaptations soulignent l'importance de la détection vibrissale du toucher dans l'écologie de nombreux mammifères aquatiques. Les fœtus humains commencent à ressentir leur environnement par le toucher dès la 8e semaine de gestation, ce qui contribue à leur prise de conscience corporelle. Après la naissance, la bouche évolue pour devenir le principal moyen de découverte des objets environnants. Mais cette focalisation haptique se déplace vers les mains à mesure que nous grandissons. Il n'est pas étonnant que les humains aient perdu leur moustache faciale au fil de l'évolution, car nos mains ont pris le relais en tant qu'outil d'exploration tactile de l'environnement proche, tout en nous permettant également de manipuler avec habileté et précision. Les unicellulaires et les organismes multicellulaires ont développé différentes stratégies pour assurer leur survie et leur communication avec leur environnement. Ces stratégies comprennent des systèmes moléculaires, anatomiques et physiologiques qui leur permettent de détecter et de répondre aux signaux chimiques émis par d'autres cellules ou organismes. Ces mécanismes de communication sont le résultat de l'adaptation continue des organismes aux facteurs environnementaux et aux interactions biotiques. Au fil du temps, les organismes ont développé des récepteurs adaptés qui leur permettent de détecter et de répondre à des signaux spécifiques.